bêtement. Donc merci, merci de me l'avoir signalé. Je vais reprendre depuis le début, puisque vous ne l'avez pas entendu. Bien, donc bienvenue dans ce webinaire de restitution de cette étude que nous avons réalisée pour Sparklane sur le succès de la vente en B2B. C'est en fait une redite de ce que nous avons fait hier sur Livestorm. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter sur Livestorm, eh bien, voilà, vous allez avoir cette restitution. Je signale que vous pouvez télécharger cette étude à l'adresse suivante, vismktg.info/sparketude en minuscule. Et nous allons revoir donc les différents résultats de cette étude dans les minutes qui suivent. Mais encore merci à Hubert de m'avoir signalé ce petit problème de micro. Donc, cette étude qui a été menée auprès de 200 professionnels de la vente et du marketing. Dans ces professionnels, on inclut aussi d'ailleurs des directeurs généraux et des marketeurs, bien entendu, des marketeurs, des commerciaux. On en a sélectionné 160 à l'intérieur de cet échantillon que nous avons étudié. Donc, cette étude menée par, d'une part, Sparklane et nous-mêmes pour le compte de Sparklane et que vous retrouvez. D'ailleurs aussi, je répète, si vous ne le connaissez pas, sur le blog Sales and Marketing Insiders que vous trouverez sur sparklane-group sans e.com. 3 résultats principaux à retenir. D'une part, des résultats en demi-teinte, avec une sorte de déconnexion entre les résultats qui sont obtenus par les commerciaux. Et on était, comment dire, impatient de savoir ce qu'ils pensaient prendre le pouls de ces commerciaux en sortie de crise. Je précise d'ailleurs au passage, parce qu'on nous a déjà posé la question, que c'est pour moitié-moitié des gens qui sont dans l'industrie et dans le service. Hein, c'est très difficile de faire des échantillons représentatifs sur ce genre de population. Donc il y a toujours une précaution à prendre, hein, mais en tout cas, l'échantillon est assez équilibré sur ces deux populations. Coopération vente marketing, vous savez que c'est un sujet phare du moment, et il était aussi intéressant de voir l'opinion des commerciaux par rapport à cela. Et vous verrez que c'est justement, ça détruit un peu ça vient en biais sur les préjugés. Le hasard n'a aucune chance également. Troisième point, comment dire, parce qu'on s'est posé la question de savoir si les commerciaux, finalement, réussissaient grâce à leur propre talent ou si c'est simplement par rapport à la chance. Et pour ceux qui nous demandent s'il y a un lien Livestorm à nous partager, non, je ne l'ai pas, mais ici, vous avez sur ce live, vous pourrez le revoir en replay. Et ce que je ferai, c'est je remettrai cette vidéo sur YouTube en coupant le début qui a été un peu loupé. Alors, le premier point, le rapport à la performance, un résultat qui est un peu surprenant parce que quand on demande aux commerciaux s'ils sont satisfaits de leurs résultats commerciaux des 12 derniers mois, eh bien, finalement, ils sont 75% à nous déclarer qu'ils sont satisfaits. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que leurs résultats n'ont pas l'air bien fameux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils se satisfont de pas grand-chose? Ou est-ce qu'ils savent au contraire que la situation est tellement difficile qu'il faut apprendre à placer ses espérances un peu en dessous? En tout cas, on est clairement dans une position où le commerce est challengé. Alors, on sait qu'il y a des secteurs qui s'en tirent un petit peu mieux que d'autres, mais c'est certain que la situation n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et ça, c'est un point qu'on ne peut, comment dire, éluder. Donc, premier point, des résultats un peu en demi-teinte, comme on a dit, sur ces résultats commerciaux. L'impact du marketing sur les ventes, alors vous savez, le grand classique, on demande à un commercial ce qu'il pense du marketing et il hausse les épaules en vous disant bon, ça sert à quelque chose. Eh bien, pas du tout, en fait. Quand on leur pose la question directement, ils sont beaucoup plus positifs. Alors ça va faire plaisir aux marketeurs hein, qui n'ont pas toujours la vie facile non plus. On leur demande des choses, de mettre des pieds au mur des fois, d'apporter des leads
alors que bon, ils ne sont pas toujours dans une position de le faire. On leur demande des fois de leur faire de l'inbound marketing, là où il faudrait faire de l'ABM ou l'inverse. C'est pas toujours simple, la vie n'est pas simple pour le marketeur qui a une pression sur les épaules. Vous savez que la durée de vie d'un marketeur sur le terrain, c'est 2 ans et demi en moyenne. Donc, beaucoup de pression sur les marketeurs. Bonne nouvelle, les commerciaux ne vous détestent pas, même ils vous aiment à 79%. Ça, c'est vraiment une super nouvelle. Alors, un autre chiffre qui est un peu pas en contradiction, mais qui vient apporter une nuance. Quand on leur demande, nos commerciaux, comment dire, s'ils utilisent les leads qui leur viennent des marketeurs, ils vous disent au contraire qu'ils préfèrent utiliser les leurs. Alors, dans un sens, ce n'est pas étonnant, parce que quiconque fait de la vente sait que finalement, un lead, c'est quelque chose qui se nurture, qui est pas, enfin, qui se, comment dire, développe dans la durée. Nurturing, c'est le terme anglais pour cela. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender, hein. C'est pas seulement, je dirais, surtout quand on est dans des offres un peu complexes, un gars qui arrive sur Internet et qui clique et qui achète. Oui, si on vous vendait des trombones ou des stylos, tout le monde comprend ce que vous vendez, vous affichez un prix et puis c'est de la vente en ligne, relativement simple. Dès qu'il y a de la vente transactionnelle, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, un lead n'est pas forcément la même chose ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Bon. Moi, je pense que c'est pas vraiment finalement un gros problème. Ça ne me choque pas que les commerciaux travaillent avec leur propre lead. Ça veut dire aussi peut-être quelque chose. C'est que comme les commerciaux trouvent, ceux qu'on a interviewés en tout cas, trouvent que les marketeurs apportent une valeur à la vente, mais qui n'utilisent pas forcément leur lead, ben moi je trouve ça encourageant parce que ça veut dire aussi quelque part, si on analyse bien, que les commerciaux attendent peut-être autre chose que simplement des leads des marketeurs. Donc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter de taper sur le marketeur sans arrêt en lui demandant d'apporter des leads, ça c'est le boulot du commercial, et par contre, mieux travailler en équipe avec le commercial pour accompagner celui-ci en lui apportant la valeur dont il a besoin, parce qu'il a besoin de cette valeur pour aller argumenter devant le client. Donc, ça pose une question fondamentale, et là, je suis assez impatient d'entendre l'avis de tous nos partenaires sur ce sujet. Les raisons du succès, bah, là, ce n'est pas tellement surprenant, c'est même plus une majorité, c'est un plébiscite. Les commerciaux, finalement, attendent pas grand-chose de la chance et ils savent que finalement, le résultat, ça vient du travail, hein. Bon, c'est pas une grosse découverte pour beaucoup d'entre nous. Euh, mais bon, voilà, c'est une confirmation. Pour Amaury, l'image fonctionne parce que j'ai un écran de contrôle et je vois que ça marche bien. Recharge ta page et peut-être que ça marchera mieux. Alors Richard nous dit, le commercial qui utilise ses propres leads, comment fait-il pour les générer? Bah, alors je ne sais pas si Richard a fait beaucoup de ventes dans sa vie, mais j'en suis sûr en fait. En fait, si tu veux, ça dépend de ce que tu vends, Richard. Euh, c'est ce que je répète sans arrêt. Sur la vente en B2B, en fait, on a tendance à considérer la vente en B2B comme quelque chose d'assez uniforme et on parle de la vente en B2B en général. Mais en fait, ça n'existe pas, la vente en B2B en général. Si tu vends des centrales nucléaires ou si tu vends, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trombones et des crayons, tu vas te retrouver avec toute une variété de façons de vendre le B2B qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, avec tout en haut de la pile ce qu'on appelle la vente complexe. Pas très joli, mais bon, c'est ce que dirais, c'est toute la vente des produits et des services complexes à souvent des populations complexes aussi, c'est-à-dire au lieu d'aller vendre à une personne, on va vendre à toute une cohorte de personnes avec des influenceurs, des prescripteurs, des décideurs, des conseillers des décideurs, etc., etc. Certaines affaires, j'ai vu jusque 100 personnes qui travaillaient sur une affaire d'outsourcing, par exemple. Ça fait 1 milliard d'euros, on peut bien mettre 100 personnes dessus. Et puis, à l'opposé, on va avoir tout, je dirais, le bas de marché B2B, c'est pas péjoratif, hein,
juste parce que c'est plutôt du marché de masse. Et là, effectivement, on va avoir plutôt tendance à générer des leads en ligne, et là, ça a beaucoup plus de sens. Donc, il y a des nuances, et je pense que ces nuances-là, on en discutera plus en détail avec les différents intervenants. Voilà, et puis une chose qui nous a interpellés, c'est que finalement, l'utilisation assez faible de la marge dans la mesure des commerciaux. Alors, en même temps, c'est quelque chose d'assez délicat et qui n'est pas toujours apprécié non plus des commerciaux, parce que c'est déjà difficile d'aller générer du chiffre, c'est encore plus difficile d'aller générer de la marge. Mais bon, quiconque a dirigé une entreprise, c'est qu'une fois qu'on a généré du chiffre, on n'a rien fait, hein, parce qu'après, il faut avoir la marge. Et puis même après, d'ailleurs, il faudrait même encore aller plus loin, il faut aller recouvrer l'argent. Tant qu'on n'a pas recouvré, il ne s'est rien passé. Alors, ensuite, on a mesuré les attentes et besoins, ce qu'on appelait les besoins primaires des commerciaux. Donc, faites une sorte de pyramide de Maslow de façon un peu, comment dire, un peu humoristique, on a mise à l'envers. Bon, enfin, il y a deux façons de faire, hein. C'est soit vous mettez les 70% dans la partie la plus haute, ou soit dans la partie la plus basse. Donc, c'est une pyramide de Maslow inversée, si vous voulez. Et là, on va trouver trois éléments d'attente des commerciaux qui sont très importants. La première, le management, avec le soutien et les encouragements. Donc, il y a une forte attente des commerciaux par rapport à un support du management et pas seulement d'avoir des gens qui sont dans leur dos à leur demander s'ils ont closé. Je ne plaisante pas, hein. Il y a des boîtes où on vous rappelle tous les jours, hein, pour savoir si vous avez closé. Bon, moi j'ai travaillé également dans un domaine où on closait tous les mois, c'est aussi beaucoup de pression. Mais bon, peu importe, ce qui est important, c'est pour le commercial, ce qui paraît logique aussi, ne me choque pas, c'est d'avoir du soutien, de l'encouragement et d'avoir des managers qui n'hésitent pas à aller sur le terrain pour aider à closer. Alors moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune commercial et c'est vrai que c'est appréciable d'avoir le directeur d'agence qui vient mourir, et pas seulement d'ailleurs aussi les commerciaux plus seniors qui viennent donner un coup de main quand ils le peuvent. Et c'est très appréciable. Et moi, j'ai appris beaucoup comme ça aux côtés de commerciaux chevronnés. Bon, les capacités d'organisation avec l'organisation personnelle et l'efficacité. Donc, aussi un point très important. D'ailleurs, c'est un des points les plus importants qui est remarqué par les commerciaux. Et puis, l'info sur les clients et prospects avec les fameux signaux d'affaires, ce qui paraît logique dans une vente qui se complexifie. Encore une fois, pour Richard, pas partout, mais au contraire, en bas de marché, elle a plutôt tendance à s'orienter vers le e-commerce. Pour vous donner un chiffre, au Royaume-Uni, le e-commerce B2B, c'est déjà la même chose, le même montant, c'est à peu près 150 milliards de livres, que le e-commerce grand public. Et si vous rajoutez l'EDI, c'est 2 fois plus. Hein, donc l'EDI, c'est les échanges de données directement depuis les systèmes d'information, donc où le professionnel va commander un réassort. Hein. En fait, ça pèse pour autant que le commerce B2B par le web. Alors, Amaury nous demande il nous pose une question embarrassante, mais bon, il faut répondre à tout. Que disent les commerciaux sur le ciblage et la qualification des leads par le marketing? Ben ça, on ne l'a pas posé, cette question-là, mais c'est une bonne remarque. Je pense que, je dirais, sous-entendu, je peux pas vraiment répondre à ta question, Amaury, mais ce que je peux essayer, c'est d'interpréter ce que nous disent les commerciaux. Hein. Je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure. Ils trouvent une valeur au marketing et une valeur au sens où le marketing les aide à vendre, mais en même temps, ils préfèrent travailler sur leur lead à eux. Donc, je pense que pour la partie de la vente ou la vente transactionnelle, je dirais, finalement, en termes de qualification
et de ciblage, en fait, le commercial, il compte surtout sur lui-même. Et entre nous, ça ne me choque pas vraiment. Plus on va aller vers le bas de marché, plus on va compter sur le marketing et l'automatisation, ce qui paraît logique aussi. Donc, voilà. Voilà ce que je répondrai sur ce sujet-là. Ça me paraît vraiment important de dissocier les deux. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le blog de Sparkline. Je le mettrai en lien dans les commentaires parce qu'il est important, il décrit justement toute cette différence dans les différents types de vente en B2B. Alors, Amaury nous repose une question. Est-ce qu'il pense que c'est le rôle du marketing? Je pense que pour les vendeurs transactionnels, ils pensent qu'en fait, c'est plutôt le rôle du vendeur. Enfin, c'est mon interprétation. Et pour être franc, pour en avoir fait et pour faire encore beaucoup de ventes aujourd'hui, si tu veux, plus tu vas monter dans la vente transactionnelle, moins le lead qui arrive automatiquement par Internet a un sens. Si je vends une prestation, la barre est à peu près à 7 000 euros. Quand tu es à peu près à 7 000 euros par an, tu peux encore, je dirais, facilement générer du lead automatisé. On l'a fait souvent avec Efinity. Quand on monte au-dessus de 7 000 euros, ça devient très très difficile, voire impossible. Ce que tu vas avoir, c'est plutôt, je dirais, comment dire, des pistes. D'ailleurs, une lead, c'est un lead stricto sensu, c'est une piste. Hein, c'est pas un client, hein, c'est pas un prospect. Hein. Un lead, c'est juste une piste. Bon, en général, quelqu'un qui veut acheter une prestation de plus de 10 000 euros, il passe un coup de fil. Il répond même pas au formulaire. Ou il va répondre au formulaire pour dire rappelez-moi. Hubert, même punition que pour Amaury, il faut relancer parce que j'ai un écran de contrôle. Relance ton navigateur et ça va marcher. Bien, à la fin, en bas de cette pyramide de Maslow, on va trouver des choses qui sont un peu bizarres quand même. La rémunération variable, parce que la rémunération variable, quand même, c'est quelque chose d'assez important pour un commercial. Hein. Enfin, je veux dire, des commerciaux qui ne sont pas intéressés à gagner de l'argent. Alors, sans tomber dans la caricature, hein, mais c'est un métier aussi qui est dur et qui mérite salaire et qui, en général, est plutôt bien payé. D'ailleurs, dans certains domaines, notamment dans l'édition logicielle, en ce moment, il y a des surenchères sur les commerciaux parce qu'on manque de commerciaux dans ces domaines. Alors, pour les commerciaux qui nous écoutent, c'est le moment de postuler. Euh, Équipement matériel et logiciel, finalement, moins important, ils n'en font pas vraiment un fromage. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein. Ça veut dire que c'est moins important que les autres éléments. Et puis alors là, celui du bout, je trouve vraiment bizarre, la formation initiale ou continue, parce que moi, je ne l'aurais vraiment pas mis à cet endroit-là. La formation est très importante, et surtout, notamment aujourd'hui, vous avez des outils de sales enablement qui permettent de faire de la formation en continu, qui sont vraiment remarquables et qui changent vraiment la façon dont on fait de la vente. C'est pas seulement des outils d'aide à la vente, hein, c'est vraiment des outils transformateurs de la vente qui s'insèrent dans le processus de vente, même là où la vente est plus orientée produit que service, où vous allez avoir des scénarios de vente, ce qu'on appelle des playbooks, qui vont se dérouler. Dans la vente plus complexe, là, ça n'a pas de valeur, mais c'est plus pour des ventes plus standardisées. Et puis, vous avez des circuits de formation qui sont super bien faits et qui permettent de s'évaluer, de s'auto-évaluer, mais aussi de se faire évaluer, parce que si on lance une nouvelle offre, il vaut mieux la connaître avant d'aller voir son client, ça paraît logique. Et puis pas que connaître l'offre d'ailleurs, il faut connaître aussi surtout les enjeux du client. Hein, enfin, il faut connaître son offre avant de passer à l'étape suivante quand même, ça paraît logique. C'est un peu comme le pianiste qui doit connaître ses gammes pour pouvoir ensuite mettre des sentiments. C'est la même chose. Dernier point important, mais qui ne me choque pas non plus, c'est qu'on nous casse les pieds avec les Chief Happiness Officers, mais le principal élément de bien-être au travail, hein, c'est qu'on vous donne un coup de main sur votre boulot et pas que vous alliez boire des coups autour du baby-foot. Ce n'est pas tellement ça qui est important. Donc, je sais que c'est un élément de promotion ou d'autopromotion de certaines entreprises, mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux
apporter du soutien à ses employés, je crois que c'est surtout ce qu'ils demandent, plus que des baby-foot ou des jacuzzi. Alors, quand on demande aux commerciaux comment dire, les qualités qui leur manquent le plus, alors là, les bras nous en sont un peu tombés avec Frédéric, parce que les trois premières qualités qui leur semblent manquer, en fait, me semblent quand même assez fondamentales de la vente. L'écoute, alors bon, ça fait un peu poncif, mais enfin, l'écoute active, bien entendu. Les termes, c'est nous qui les avons mis en prenant les verbatims et en les regroupant par catégorie. Hein. Donc, il y a un peu d'approximation, mais on l'a fait sérieusement. L'écoute, la persévérance et l'empathie. Ben, excusez-moi, mais c'est quand même les trois qualités principales des commerciaux. Donc, si vous ne les avez pas, effectivement, la vie va être difficile. Et quand on voit ce qui se passe sur LinkedIn en ce moment, eh bien, et encore, LinkedIn n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que ce que vous avez sur LinkedIn, vous le retrouvez ensuite au téléphone ou dans votre mail. C'est des messages de bourrin qui sont très, très maladroits. Finalement, je dois avouer, j'en vois pas beaucoup qui ont une approche subtile. Alors en ce moment, comme ils se sont aperçus que l'approche n'était pas très subtile et qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur les bourrins et qui les désabonnent, alors maintenant, vous avez des commerciaux qui vous approchent avec une accroche standardisée, probablement automatisée d'ailleurs, qui fait vaguement semblant d'être intéressé par ce que vous faites. Alors ça, c'est encore pire que tout, quoi. C'est au lieu de dire j'ai une offre et je viens vous casser les pieds, ça c'est déjà nul. Ils viennent vous faire un truc du style je pense que nous pourrions avoir des synergies entre nous. Ou alors un truc débile du genre je vois que vous faites du content marketing. Ouais, depuis 28 ans. En fait, c'est encore pire que tout ça. C'est le type qui fait semblant d'avoir compris quelque chose, mais qui n'a pas compris quelque chose, qui n'a rien compris en fait. L'écoute, c'est pas seulement savoir écouter les gens, c'est aussi savoir regarder, c'est savoir s'intéresser aux autres. Ce terme d'écoute, il est un peu galvaudé. Moi, je pense que c'est plutôt le dernier qui m'intéresse, l'empathie, s'intéresser aux autres. Donc, si on ne s'intéresse pas aux autres, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à vous? Et donc, en ce moment, effectivement, on voit un certain désarroi des commerciaux qui est peut-être pas tout à fait étranger au résultat, au mauvais résultat qu'on voit en numéro un. C'est-à-dire qu'on vit aussi une drôle de période qui est, comment dire, un peu entre deux eaux. Oui, voilà. Alors bon, il y a des secteurs, je dois avouer, moi je suis dans un secteur qui s'en tire plutôt bien, donc même plutôt pas mal. Donc je ne parle pas pour moi, mais effectivement, c'est pas, la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, et puis les grèves ne sont pas venues améliorer les choses. Alors, dernier point, non des moindres, et on va terminer là-dessus parce qu'il est presque 9 heures. L'avenir des commerciaux, vous savez qu'on nous serine depuis les années 2015 et le fameux rapport de Forrester, qui était d'ailleurs assez bien fichu, hein, qui s'appelait Death of a B2B Salesman, la mort d'un commercial, mort d'un commis de commerce, je ne sais plus exactement le titre exact du bouquin d'Arthur Miller, enfin de la pièce de théâtre plutôt. Vous aviez ce rapport 2015 qui annonçait finalement une sorte de cataclysme sur le marché de la vente. Mais finalement, oui, la vente évolue énormément. Elle est en train de changer. Ce qu'on voit, ce n'est pas tellement une disparition des commerciaux, c'est qu'on voit un saucissonnage de la vente qui se split en inside sales, beaucoup de gens qui sont dans inside sales, en BDR, en growth marketing, etc. etc. Vous avez des spécialisations et il y a plus, j'aurais presque envie de dire, une taylorisation du métier de commercial qui est en train d'arriver. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est 100% une bonne chose. Je me pose encore des questions là-dessus, mais enfin c'est un fait. C'est ce qui est en train d'arriver, notamment, encore une fois, en bas de marché ou en milieu de marché. Ce n'est pas des choses qu'on va retrouver dans la vente complexe. Au contraire, dans la vente complexe, on voit se développer, il n'y a pas de géant
les méthodes ABM, parce que les entreprises qui sont dans la vente complexe et dans les processus complexes s'aperçoivent qu'en fait, les méthodologies d'inbound ne fonctionnent pas sur ces marchés-là, hein, ce qui est normal. C'est ce que j'appelle la chasse à l'éléphant blanc au fusil à un coup, en attendant que l'éléphant blanc passe devant le fusil. Ben, en fait, l'éléphant blanc, il ne passe pas devant le fusil, c'est normal. Donc, il faut aller chercher l'éléphant blanc, il faut aller chasser, ça répond à la question de Richard. Et ça ne se passe pas derrière un ordinateur, Richard. Je suis désolé, hein, ça va faire vraiment ringard, hein, mais il faut décrocher son téléphone et prendre des rendez-vous. Utiliser LinkedIn aussi, les médias sociaux et le social selling. Nous, d'ailleurs, on ne fait que ça, hein. Mais pas dans le sens je viens vous casser les pieds avec mon produit, dans le sens où j'ai quelque chose qui peut vous intéresser, j'aimerais bien vous en parler. Et ça a l'air idiot, mais il faut le faire en plus avec sincérité et profondeur, hein, pas seulement j'ai quelque chose qui va vous intéresser, mais en fait, je suis surtout intéressé par moi-même. Il faut vraiment rentrer dans une position de problem solving, de résolution des problèmes pour les clients. Voilà. Petit zoom sur les partenaires de l'étude, hein, Dreamcatcher Sales, Questio, Mojo, Ringover et Stelzy, que vous connaissez tous, et qui interviendront bientôt dans d'autres webinaires qui auront lieu organisés par Sparklane. Et puis, donc le lien, je ne l'ai pas mis dans le chat, ça c'est parce que c'était pour la partie Livestorm. Le lien pour télécharger l'étude, vismktg.info/sparketude, vismktg.info/sparketude. Voilà. Si vous avez encore une question, je la prends avec plaisir. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger cette étude et à en parler autour de vous. Et vous aurez bien entendu d'autres événements pour rentrer un peu plus en détail sur ces sujets-là, parce que notamment on l'a vu avec les questions d'Amaury ou de Richard, il y a des questions qui sont pas si simples que ça. Il faut approfondir et bon, bah, on ne peut pas approfondir en 5 minutes ni même en 30 minutes, il faut passer un peu de temps et donc on y passera un peu de temps dans le futur. Voilà, merci à vous tous. Il y a une question. Mon approche social selling uniquement one-to-one. C'est une bonne question, John. Pour ma part, oui, absolument. Et même, je vais même aller plus loin. C'est une approche, je dirais, purement manuelle. Et je l'assume complètement. Je refuse et je me refuse à faire un message automatisé. Pour plein de raisons. Parce que même si les machines sont intelligentes, en fait, pas tant que ça, parce qu'on ne sait jamais trop comment elles ont été programmées. Et ensuite, moi, je vais avoir le contrôle parfait sur exactement ce que je dis. Et surtout, de toute façon, l'objectif dans mon approche social selling, c'est d'en dire le moins possible, d'écrire le moins de choses possible. Donc, quand vous approchez quelqu'un en direct, vous ne faites pas un message de 300 km, vous mettez 2 lignes. Pas plus. 3 lignes, allez, au maximum. Il faut qu'il y ait une valeur pour le client, il faut qu'il y ait une promesse, il faut que ça l'intéresse. Et l'objectif, ben, je n'ai pas besoin d'automatiser. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'avoir un rendez-vous pour un message. Pas 3000 messages et un rendez-vous. Un rendez-vous pour un message. Donc, il ne faut pas en envoyer beaucoup. Il faut en envoyer très peu. Nous, bon, ce qui m'intéresse, c'est les éléphants blancs au fusil à un coup. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures et d'aller chercher des automatismes. Parce que si vous faites des automatismes, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous allez avoir un rendez-vous pour 3000 personnes. Alors, si vous avez un marché où il y a 300 clients potentiels dans toute la France, bon, bah, ça va être vite fait, quoi. Vous allez être vite cramé. Vous allez envoyer des tas de messages, vous allez passer pour un bourrin partout, vous allez vous faire blacklister. D'ailleurs, moi, c'est simple, quand j'ai un message de bourrin, j'enlève immédiatement la connexion. Vous savez, les gens qui vous demandent en relation sur LinkedIn, soi-disant parce qu'ils sont intéressés à échanger, fermez les guillemets, et puis en fait, 3 secondes après, ils vous envoient
une brochure avec le produit et le prix. Alors qu'en fait, ils ne savent même pas à qui s'adresse, ils ne connaissent pas vos besoins, et encore moins vos manques et vos problèmes, et ils n'ont aucune solution à y apporter. Si ça se trouve, d'ailleurs, ils ont une solution à apporter à un problème, mais ils sont tellement irritants que la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est de prendre rendez-vous avec eux. Je reviens sur ce qui a été dit dans cette étude. L'empathie est particulièrement importante. Le client décideur, il veut qu'on s'intéresse à lui. Il ne veut pas que vous vous intéressiez à vous. Donc l'approche social selling doit être une approche individualisée. Alors, autre question, toujours de John. Ta promesse est-elle liée parfois à un contenu pertinent pour mon prospect, un contenu que tu as créé? Alors, John, je vais aller plus loin. Je ne suis jamais allé chez un client dans les 25 dernières années sans parler d'un contenu que j'avais créé. Alors, c'est pour ça que je vois une certaine, comment dire, une certaine intersection, je cherchais le mot, excusez-moi, entre l'inbound marketing et l'ABM. Parce que même si l'ABM consiste à créer un contenu unique pour une personne, même si je pourrais nuancer ça, hein, enfin en tout cas un certain nombre de contenus minimum pour aller maximiser des rendez-vous chez des clients, je pense que l'inbound marketing est nécessaire parce qu'il permet de créer un pool de contenu et de créer une visibilité et de créer une notoriété. Mais ce n'est pas là qu'on fait les leads. Là où on fait les leads, c'est dans l'activité commerciale. Mais par contre, bien entendu, ta remarque est tout à fait justifiée, dans cette démarche ABM de terrain, qui est une démarche de terrain, hein, ça j'y tiens, hein, ce n'est pas une démarche derrière un ordinateur à faire clic-clic, c'est une démarche, comment dire, qui est une démarche pas automatisée, qui est une démarche personnelle, qui est une démarche humaniste. Eh bien, je vais utiliser ces contenus que j'ai créés, qui peuvent être des contenus inbound, mais qui sont conçus dans une autre optique, qui sont conçus dans une optique de résolution de problèmes, dans une optique véritablement orientée ABM. On sait un jour qu'on va vendre une mission autour de ça, autour de ce sujet. C'est déjà, ne serait-ce que pour soi, un moyen de développer sa réflexion, de développer son argumentation, de développer, comment dire, je dirais tout le discours périphérique. Et finalement, comme je le dis souvent, moins on vend, et plus on vend. Parce que plus on s'intéresse et on apporte de la valeur aux clients, et ben plus ils sont intéressés à vous appeler. Finalement, en bout de piste, c'est plus vous qui vendez, hein, c'est les clients qui vous achètent. Et c'est ça qui est important. Donc oui, la démarche de contenu est indispensable. Et ces contenus que j'ai créés, alors ça peut être des contenus que j'ai créés, ça peut être des contenus que quelqu'un d'autre a créés aussi. Hein. On n'est pas, vous pouvez aussi rebondir sur une étude qui a été faite par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Visionary Marketing, on a poussé comment dire, la logique à l'extrême parce qu'on est même devenu un média, tu vois. Donc, c'est, comment dire, une démarche qu'on a voulu vraiment systématiser. Alors, l'outbound marketing dans le haut de marché, dans la vente complexe, ça ne sert strictement à rien. Alors, c'est un peu exagéré ce que je dis, parce que oui, bon, si tu as de l'argent en plus, si tu veux, tu peux acheter de l'outbound marketing, mais bon, personnellement, et en tant qu'ancien client dans ce domaine, payer 27 € pour un clic, si tu veux, ça ne m'a jamais fait frémir. Et je ne vois pas trop l'intérêt. Ce que j'ai remarqué sur des sujets très très pointus, parce qu'on a travaillé beaucoup avec des clients qui sont dans le domaine de la CDP ou de la DMP, hein, Customer Data Platform ou Data Marketing, Data Management Platform. C'est sur ces marchés-là, qui sont des marchés très pointus, tu vas avoir des mots-clés qui sont très chers, qui peuvent monter jusqu'à 20-30 $, le clic, ou euros le clic. Et tu te dis, mais ça n'a pas de sens, quoi. Il vaut mieux, autant l'inbound marketing a un certain coût, hein, il faut le reconnaître, parce que sur la durée, oui, il faut le travailler sur la durée. Autant il est beaucoup plus rentable dans cette durée
que l'outbound marketing qui va avoir un effet très limité. En gros, ça fait des pics. Chaque fois que j'ai à investir, je vais avoir un pic. Et puis dès que j'arrête d'investir, j'arrête d'avoir des pics. En sachant que en plus, sur ces clics, il y a une grosse partie de clics qui se perdent dans la nature parce qu'ils ne sont pas tout à fait, tout à fait cachés, quoi. Il y a des clics, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Moi, j'aime bien comparer les clics comment dire, qu'on achète et les clics qu'on voit en statistiques sur site. Et en général, on a toujours un gros décalage. Donc, si tu prends un site comme Visionary Marketing qui fait bon là, en ce moment, entre 700 et 1000 visites par jour, à 20, mettons, tu ne vas pas faire 27 euros le clic en moyenne, mais tu vas compter 2 euros le clic en moyenne. C'est à peu près la moyenne, 2 euros. 2 euros pour faire 1000 visites, ça fait 500 euros par jour. Je te laisse faire le calcul sur 200 jours ouvrés. Bah oui, je pense que inbound marketing plus ABM, c'est le duo gagnant. En sachant que dans moi, ce que j'entends par inbound marketing, c'est pas inbound marketing, c'est content marketing plus ABM. L'inbound, en principe, l'inbound marketing, on fait intervenir une logique de marketing automation. Alors, j'ai rien contre, je suis pour même le marketing automation, mais je pense que dans la vente complexe, il vaut mieux l'utiliser d'une manière assez, je dirais, assez peu pushy, quoi. Il faut être assez soft dans son approche. Utiliser le content marketing uniquement pour faire de la mise sous couveuse des lecteurs, à prendre ses abonnés sans rien leur vendre en attendant. Et par contre, avoir des démarches beaucoup plus proactives sur le terrain, encore une fois, en allant euh, approcher les utilisateurs et les clients, parce que l'ABM, ce n'est pas seulement aller chercher les clients, hein, c'est aller chercher aussi les réseaux à l'intérieur des clients. J'allais rencontrer un maximum de gens sur le terrain, mais ça peut être aussi en ligne de plus en plus, hein, en ligne, parce que beaucoup de rendez-vous se font en ligne et beaucoup de ventes se font en ligne. Et pour moi, il n'y a pas une grosse différence. Euh, voilà. Eh ben, je pense avoir répondu à ta question, enfin j'espère. Euh, on pourrait faire d'ailleurs un sujet, si ça t'intéresse, sur ce domaine-là, plus particulièrement, parce que effectivement, je pense que ces deux éléments fonctionnent bien ensemble, et c'est à mon avis là que ça se passe. Voilà. Eh bien, non, je t'en prie, avec plaisir, John, et au plaisir d'échanger. Et eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Et n'hésitez pas à reposer des questions si vous pensez qu'on peut vous aider. Voilà, bonne journée, à bientôt.